Au XIXe siècle, l'Afghanistan subit de constantes pressions depuis l'ouest, par l'Empire perse, depuis le nord, par la Russie, qui cherche, après les conquêtes en Asie centrale, à s'assurer un couloir vers les mers chaudes, depuis l'est, par la Grande-Bretagne, qui voudrait annexer l'Afghanistan à l'Empire britannique des Indes. Or, elle n'y parviendra jamais, malgré 3 guerres anglo-afghanes entre 1839 et 1919. C'est cela que Kipling et les chancelleries occidentales appelaient au XIXe siècle le grand jeu. Au XXe siècle, 2 événements seront majeurs pour le pays. À l'est, l'Afghanistan se découvre en 1947 un nouveau voisin qui s'appelle le Pakistan et qui vient, avec l'Inde indépendante, prendre la suite de l'Empire britannique des Indes. Le Pakistan est le premier État musulman du monde et il va constamment se mêler des affaires afghanes pour tenter d'avoir à Kaboul un régime ami. Au nord, en 1979, l'armée rouge envahit le pays. Alors ce flux militaire créera une crise internationale majeure entre l'Est et l'Ouest dans les années 80. Le reflux, 10 ans plus tard, en 1989, va contribuer à l'effondrement de l'Empire soviétique. L'armée rouge partie, et plus encore l'URSS désintégrée, l'Afghanistan n'a plus de fonction anti-soviétique. Et comme l'État afghan a littéralement volé en éclats pendant la guerre de résistance, le pays s'engage dans une guerre civile qui est en train de devenir une guerre entre groupes ethniques. Ainsi, les puissances extérieures vont à nouveau pouvoir jouer les tribus et les ethnies les unes contre les autres à des fins qui les dépassent complètement. Eh bien, c'est cela que je voudrais analyser aujourd'hui. Pour bien comprendre, regardons la répartition des peuples en Afghanistan. Dans les vallées du nord et de l'est, les Tadjiks, qui sont des descendants des Perses, à l'est, les Nouristanis, au nord, les Ouzbeks, les Turkmènes et les Kirghizes, le long de la frontière de l'ancienne Union soviétique. Au centre de l'Hindoukouche se trouvent les Aïmaks et plus loin les Hazaras, une minorité chiite, les autres Afghans étant sunnites, une différence qui est importante à proximité de l'Iran. Les Baloutches dans le sud-ouest, à cheval sur la frontière afghano-pakistanaise. Et puis la dernière pièce du puzzle qui manque, ce sont les Pashtuns, la plus importante ethnie historiquement, politiquement et numériquement. Ils sont 12 millions, dont 6 du côté afghan et environ 6 du côté pakistanais. Eh bien, c'est à ce stade de mon raisonnement que peuvent entrer en scène les talibans. Les talibans sont partis du sud du pays pour progresser en direction du nord et se sont finalement installés à Kaboul en octobre 1996, avec depuis un front militaire mouvant. Taliban, cela veut dire étudiants dans les livres. Ce sont des jeunes garçons qui viennent des madrasas, c'est-à-dire les écoles coraniques rurales du sud de l'Afghanistan, c'est-à-dire situées en zone pachtoune dans cette région-là du pays que vous voyez. Et de fait, quand on superpose les zones conquises militairement par les talibans en 1996 avec les zones de peuplement en pachtoun, on a presque la même indication, presque la même limite. Alors pourquoi ont-ils progressé si vite ? Plusieurs éclairages sont nécessaires pour comprendre. D'abord, à l'intérieur du pays, les talibans ont bénéficié d'une certaine lassitude de la population afghane face aux commandants de guérilla et des gouvernements moudjahidines de Peshawar, incapables de faire la paix dans le pays, alors qu'ils avaient si bien su faire la guerre contre les soviétiques. Ensuite, à l'extérieur, les talibans sont soutenus par les services de renseignement pakistanais. Pourquoi ? Il faut changer d'échelle pour comprendre le calcul. Le Pakistan soutient le mouvement des talibans parce qu'il cherche depuis toujours à mettre en place à Kaboul, je vous le disais, un régime ami. Beaucoup d'officiers pakistanais étant des Pathans, c'est-à-dire des Pashtuns, il y a donc à la fois affinité ethnique, mais aussi affinité religieuse. Ensuite, un régime ami à Kaboul assurerait au Pakistan une sorte de profondeur stratégique dont il est dépourvu face aux voisins ennemis indiens. Et puis le troisième paramètre, ce sont les républiques d'Asie centrale ex-soviétiques qui sont maintenant indépendantes et qui se révèlent très riches en hydrocarbures. Et c'est là où l'on retrouve le grand jeu autour de la Caspienne. Voilà les pays d'Asie centrale au nord de l'Afghanistan. Parmi ces pays, le Turkménistan voisin renferme des réserves considérables de pétrole et plus encore de gaz. Le site principal est à Mari, dans l'est du pays. Le problème, c'est par où faire sortir ces richesses récemment découvertes.
La logique historique voudrait que ces hydrocarbures transitent par le nord, c'est-à-dire la Russie, passant par les anciens réseaux de l'ex-URSS. Mais les réseaux sont vieux, et les pays de la CEI se méfient de toute dépendance vis-à-vis de la seule Russie. Une logique géographique pousserait à sortir par le sud-ouest, par l'Iran. Mais là, c'est le Congrès américain, avec ce qu'on appelle la loi d'Amato, qui fait obstacle à tout commerce et tout investissement avec l'Iran, ou plus exactement, qui change d'avis d'ailleurs toutes les demi-heures. Reste enfin une troisième logique, une logique politique, c'est la sortie par l'Afghanistan. Par sa position enclavée, le pays est un véritable verrou. Or, cette sortie intéresse les compagnies pétrolières américaines, argentines et surtout pakistanaises, qui cherchent à empêcher toute évacuation des hydrocarbures par l'Iran ou par la Russie. Mais pour réussir cette sortie, il faut réunir les conditions financières, techniques et plus encore de stabilité politique, et ce peu importe la nature du régime afghan. Si l'on veut construire un oléoduc-gazoduc partant de Mari, transitant par l'ouest puis le sud de l'Afghanistan, puis l'ouest du Pakistan pour arriver au port de Gwadar, on voit que l'on traverse, pour la partie afghane, la région majoritairement pachtoun-talibane. C'est là, on l'a compris, l'intérêt du Pakistan, autant politique que énergétique que économique. Avoir un régime ami à Kaboul, assurer l'approvisionnement énergétique du pays et toucher les royalties s'il y a transit vers l'extérieur. Pour évacuer par une liaison directe gaz et pétrole d'Asie centrale, les compagnies américaines Unocal, saoudiennes Delta, argentines Bridas ont déjà investi massivement, et investir, cela veut dire parier sur tel ou tel mouvement de guérilla. Évidemment, ce qui est calculé là n'a rien à voir avec des affinités religieuses. Fondamentalisme et hydrocarbures peuvent fort bien cohabiter et trouver des intérêts communs, provisoires ou non.